C'est très délicieuse. Bonjour la population. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une story time on va dire. Je pense que j'ai dû mentionner 2-3 fois dans mes vidéos que j'ai eu une période de ma vie, j'avais à peu près 15 ans, où j'ai été en chaise roulante pendant 5 mois. Voilà, je ne pouvais plus marcher. J'étais incapable de me servir de mes jambes en fait. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé de A à Z parce que ça a été une période assez lourde en émotions pour moi. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vous spoil un petit peu, c'est pas vraiment un spoil mais enfin vous allez comprendre. On n'a jamais su pourquoi j'étais incapable de marcher, on n'a jamais eu de réponse scientifique, médicale. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour que les personnes qui sont dans mon cas, qui n'ont aucune réponse par rapport au fait de ne plus pouvoir avoir l'usage de ses jambes ou par rapport à une autre maladie orpheline, peu importe, si vous n'avez aucune réponse médicale, si aucun médecin n'a pu vous aider, si aucun psychiatre n'a pu vous permettre d'obtenir des réponses, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à vie. La preuve aujourd'hui, mes jambes vont très très bien, c'est d'ailleurs pour ça que je ne prends jamais les transports en commun, j'adore marcher parce qu'aujourd'hui que je peux utiliser mes jambes autant que je veux, ben je les utilise le plus possible. C'est une fois qu'on est privé d'un besoin vital qu'on se rend compte à quel point c'est quelque chose de vraiment indispensable. Voilà, début de cette vidéo, je commence déjà à m'éparpiller dans tous les sens, mais je fais cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher le public visé. En tout cas j'espère. Sans plus tarder, c'est parti, on commence. Alors je ne sais pas si c'était en 2017 ou en 2018, mais ce que je sais c'est que j'avais 15 ans et que j'étais en 3e secondaire. J'étais allée dormir chez une cousine à moi et je trouve que sa famille aime beaucoup aller au Auchan pour faire des grosses courses. Parce que les courses en France sont moins chères qu'en Belgique. En tout cas c'était le cas à l'époque, je sais plus si c'est le cas aujourd'hui. Mais donc je vais faire les courses avec ma cousine et sa famille. J'avais passé quelques jours avec eux et le soir même après avoir fait les courses avec eux, je rentre chez moi à la maison et je me sens pas très bien. Je me dis bon ça arrive, il y a des jours où on se sent pas très bien, ça va passer. Le lendemain matin je me réveille, il fallait que j'aille en cours, je me sentais pas du tout bien, j'avais la nausée, j'avais la tête qui tournait. Donc je dis à ma mère que je vais pas aller en cours aujourd'hui et ma mère elle me dit ok girl, si tu sens que tu peux pas y aller, n'y va pas. Voilà, j'ai jamais séché les cours en secondaire, j'ai jamais fait de conneries, donc quand je dis à ma mère que je vais pas en cours, c'est que vraiment mon corps ne peut pas aller en cours quoi. Donc elle me dit ok girl, repose-toi bien à la maison. Et l'après-midi je lui tiens au courant, je lui dis que je me sens vraiment pas bien, que j'ai envie de m'évanouir etc. Et là elle se dit ok tu sais quoi, ton oncle va venir te chercher et il va te déposer chez ta grand-mère pour que je ne reste pas seule et on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que je peux m'évanouir dans les escaliers, peut-être que voilà, il y a plein de raisons qui font que c'est mieux que je sois accompagnée. Donc je vais chez ma grand-mère, je passe la journée à dormir. Je sais plus si je faisais de la fièvre, enfin si j'avais de la fièvre ou si juste j'avais des bouffées de chaleur, mais en tout cas je me souviens d'un sentiment de chaud, de chaleur. Je dors chez ma grand-mère. Le lendemain matin je me réveille, c'est pire que la veille. Je me sens encore plus étourdie, je sens que mes jambes elles sont faibles, je sens que je dois me tenir au mur pour aller aux toilettes. Et donc à part pour aller aux toilettes, je me lève pas, voilà. Je mange dans le lit de ma grand-mère, je reste dans le lit de ma grand-mère toute la journée, je fais des siestes, je me réveille, je fais des siestes, je me réveille. Le lendemain, pareil, et tout ça pendant 5 jours. Pendant 5 jours, à chaque fois c'est de pire en pire, jusqu'à ce qu'au dernier jour, je sens que vraiment je suis incapable de marcher sur mes jambes. Genre, je sais les bouger, je sais me mettre au pied du lit, mais une fois qu'il faut que je me lève, j'y arrive pas, mes jambes sont vraiment faibles en fait. Je sens une sorte de faiblesse corporelle, c'était intense, mais c'est surtout au niveau de mes jambes. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher. Et donc, je pense que c'est le médecin de famille qui est venu à la maison parce que j'ai un souvenir de notre médecin de famille qui vient à la maison, mais je sais plus si c'était à cette fois-là ou une fois d'après, mais dans tous les cas je sais que je vois un médecin et que voilà on me fait un certificat médical et qu'on me dit que ça va passer, on sait pas ce que c'est, peut-être c'est un virus, voilà c'est l'hiver, on peut attraper des virus, des cochonneries, voilà ça peut arriver. Les jours passent, une semaine passe, 2 semaines passent et là c'est vraiment mes jambes ne coopère pas, je ne peux pas marcher. Et ce n'est même plus que je n'arrive plus à marcher, c'est que je n'arrive même plus à les bouger à ce moment-là. Ce qui est très bizarre, et donc pas mal de membres de ma famille ont peur que mes jambes soient paralysées en fait, mais c'est pas le cas puisque je sens les sensations. Voilà, on me touche l'orteil, je le sens, on me touche la cuisse, je la sens, on me pince, voilà, je sens tout, mais je suis incapable de bouger mes jambes. Donc à ce moment-là, je sens mes jambes, je n'ai plus d'autres effets secondaires, je n'ai plus de nausées, je n'ai plus de vertige, mais là c'est vraiment au niveau des jambes, c'est les jambes le problème. Donc on décide de me faire hospitaliser. Bonjour la population, excusez-moi pour cette petite pause, petite rectification. L'hôpital n'a pas voulu m'hospitaliser directement, on est allé aux urgences, mais les médecins pensaient que je faisais de la comédie.
du coup ils m'ont pas pris au sérieux, ils ont dit madame prenez votre fille et rentrez à la maison. J'ai fait la plus grosse crise d'angoisse de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir, c'était tellement violent. Et du coup là ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait des prises de sang etc etc. Et là ils ont décidé de m'hospitaliser parce qu'ils ont vu que c'était vraiment sérieux. Voilà, désolée de vous avoir interrompu, de retour à la story time. J'ai été hospitalisée une semaine, étant donné que j'étais mineure à ce moment-là, il fallait que je sois en pédiatrie, mais en pédiatrie c'était bondé, il y avait plus de place, donc j'ai été chez les adultes. Et donc tous les médecins étaient vraiment adorables avec moi puisque j'étais la seule mineure au service des adultes. Donc voilà, j'étais un peu, je sais pas si on appelle ça mise en observation, puisqu'en fait on me donnait même pas de traitement, enfin en fait on savait même pas ce que j'ai pour pouvoir me soigner, donc on faisait seulement des examens, donc IRM, scanner, radio, on a fait tous les tests possibles, prise de sang, on a même voulu me faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais prélever la substance qu'il y a dans la moelle épinière, mais finalement on l'a pas fait parce qu'on avait trop peur que ça me paralyse pour toujours, parce qu'il y a des risques de paralysie. Mais donc à part ça, on a fait tous les tests, aucune réponse. Donc on m'a fait voir des psychiatres parce qu'on s'était dit peut-être que la source est psychologique, peut-être que j'ai pu vivre un traumatisme, etc. À ce moment-là, j'étais très fermée, enfin je vais pas en parler dans cette vidéo, enfin en fait j'en ai jamais parlé à personne, mais il y avait des choses que j'avais vécues que je n'avais jamais dit à personne parce que on a honte, parce qu'on a peur, parce que voilà, il y a des choses dont on n'ose pas parler, donc j'en ai jamais parlé au psychiatre en question, j'en ai même jamais parlé à ma mère, à mes cousines, à mes meilleures amies, enfin vraiment il y a des choses que j'ai vécues que je n'ai jamais racontées à personne, que je n'ai donc pas expliqué au psychiatre. Donc après les psychiatres ont commencé à soupçonner ma mère de maltraitance, parce qu'ils se sont dit c'est pas possible, peut-être qu'elle fait semblant pour qu'elle puisse être hospitalisée, pour qu'elle puisse être loin de sa mère, alors que pas du tout, ma mère n'a jamais été maltraitante envers moi, enfin voilà, on a eu des conflits quand j'ai eu 18 ans, mais c'est bien plus tard que les conflits sont arrivés. Mais à mes 15 ans, jamais de ma vie, enfin c'était une très bonne mère, elle s'occupait très bien de moi et mon frère, donc c'était pas une piste appropriée. Donc aucune réponse médicalement parlant, donc avec tous les tests qu'on a fait, aucune réponse. Ce n'est pas de la maltraitance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils n'ont eu aucune réponse. Ils nous ont dit écoutez voilà, on a fait ce qu'on pouvait, maintenant il va falloir que Maïssa rentre chez elle. Et donc je suis rentrée à la maison après ça. Peut-être que c'est ma nouvelle vie en fait, peut-être que je vais être à mobilité réduite à vie, et c'était vraiment super dur psychologiquement pour moi, sachant qu'en fait j'avais pas vraiment eu le temps de process ce qui m'était arrivé. Si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos, si vous connaissez un peu ma personnalité, mon tempérament, vous savez que je suis quelqu'un de très solitaire, quand je suis pas bien, quand il y a quelque chose qui m'arrive, il faut que je sois seule pour digérer ce qui m'arrive, pour prendre conscience de ce que je suis en train de traverser, pour pouvoir voilà, respirer. Et avec la famille que j'avais, j'ai une famille très 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 soudée, enfin maintenant voilà, c'est plus trop ce que c'était, mais en tout cas à l'époque, une famille très soudée. Vous savez, chez nous les Marocains, les Maghrébins, on est très comme ça, on est très soudés. Donc tous les jours à l'hôpital, il y avait quelqu'un qui venait me voir. Parfois on était même 20 dans ma chambre. Très sincèrement, au fond de moi, je me dis que c'est adorable, vraiment ça me touche qu'on vienne m'apporter autant de soutien, et j'ai toujours été hyper reconnaissante de l'amour et du soutien qu'on m'a apporté. Mais étant donné que je suis quelqu'un de... Enfin en fait j'avais besoin de respirer et de process ce qui m'était arrivé, j'avais besoin déjà de me rendre compte que je pouvais plus marcher, même si voilà je me rendais compte, je le savais, mais j'avais besoin de ok waouh, si ça se trouve je vais rester comme ça à vie en fait. Et donc les nuits à l'hôpital où j'étais vraiment seule, c'était des moments où je pouvais en fait process ce qui m'était arrivé, je pouvais, voilà, c'était silencieux, je me disais ok, voilà ce qui t'arrive. Quand je devais aller aux toilettes, je voulais pas déranger les infirmières, donc j'essayais de me déplacer avec mes mains. Enfin la chaise roulante elle était toujours à côté de moi, je mettais mes mains sur la chaise roulante. En fait comme les personnes handicapées à mobilité réduite font, c'est ce que j'ai fait en fait. Je mettais mes mains sur la chaise roulante, je soulevais, je me déplaçais comme ça, et puis je prenais mes jambes qui étaient sur le lit et je les mettais sur la chaise roulante. Donc voilà, quand je peux vous dire pendant 5 mois j'étais vraiment dèche avec mes bras. Mais donc je sais plus où j'en étais. Je parle trop, vous en avez pas marre de moi genre? Mais donc voilà, les nuits quand j'étais seule à l'hôpital, c'est là où je réalisais vraiment l'état dans lequel j'étais, où je me disais waouh c'est fou. Et quand il y avait plein de monde qui passait la journée, franchement j'ai l'impression d'être ingrate comme je dis ça, mais enfin vraiment je disais à ma mère, je t'en supplie, tu dis que demain personne ne vient parce que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me retrouver, enfin parce que en fait c'est dur d'être devant 20 personnes et de devoir sourire parce que tu vois que eux ils sont tristes, tu vois qu'ils sont en train de pleurer devant toi, et toi enfin déjà que toi t'es pas bien, tu vois les autres pleurer, t'as pas envie de pleurer et de t'enfoncer là-dedans, donc tu souris, t'essaies d'être de bonne humeur, tu rigoles avec tes copines, tu fais des blagues avec tes cousines, tu parles des anecdotes avec tes tantes du bon vieux temps et tout, mais ça demande beaucoup d'efforts de, je vais pas dire faire semblant, mais de voilà, de dire non je suis là, vous inquiétez pas,
je suis de bonne humeur, je me laisse pas abattre, ça demande beaucoup d'efforts et donc le soir quand tout le monde part je me dis ok, enfin je peux... Voilà. Mais sinon ma famille a vraiment été une béquille à ce moment-là. Ils ont vraiment été très soudés. Enfin on était vraiment très soudés. On me ramenait des bonbons, des chocolats, des chips, du divertissement pour que je me sente... Enfin, pour que mes soirées ne soient pas vides à l'hôpital. D'ailleurs petite parenthèse, mais vous critiquez grave la bouffe d'hôpital, hein. Moi je trouve que c'était succulent genre. Bref, désolée, j'ai besoin d'un peu rigoler dans cette vidéo qui est un peu sombre, un peu triste, mais anyways. Et donc on en revient au moment où je rentre à la maison puisque les médecins ne peuvent pas faire grand chose pour moi en fait. On a fait les examens qu'il fallait, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des kinés, j'ai vu... voilà. Tout ce qu'il fallait, ça n'a pas porté ses fruits. Donc je rentre chez moi et je me dis ok, hashtag nouvelle vie d'handicapée, voilà. Et donc ben je n'allais pas en cours parce que j'avais aucune envie d'aller en cours en chaise roulante. Je voulais pas que mes camarades de classe me voient en chaise roulante parce que quand t'es en chaise roulante t'es hyper vulnérable, en fait t'es un peu vue comme une victime, comme une petite chose fragile et moi je déteste être vue comme une petite chose fragile, comme un petit être vulnérable, c'est quelque chose que j'ai horreur et je me suis dit c'est hors de question que j'aille en cours dans cet état. Donc j'ai fait un certificat médical pendant ces 5 mois. Je me tenais en ordre. Voilà, il y avait une copine qui passait une fois toutes les 2 ou 3 semaines qui me ramenait ses cours et je me mettais en ordre. Ma mère aussi avait embauché, je sais pas si je peux dire ça comme ça, une prof de maths et de sciences pour qu'elle m'aide sur ces matières-là. Et tellement j'étais à donf avec les cours de maths, bah quand je suis revenue en cours quelques mois plus tard, j'étais en avance sur leur programme. Bref, un petit peu de flex. Donc voilà, je me tenais en ordre, enfin je restais en ordre par rapport à mes cours, mais j'allais pas en cours. Je ne sortais pas de la maison parce que bah en fait tu veux faire quoi en chaise roulante, genre je me suis rendu compte que quand t'es en chaise roulante en fait tu peux presque rien faire, il y a rien à faire en fait. Dites-vous pendant 5 mois je ne suis sortie qu'une seule fois. Une seule fois j'ai été au centre commercial et c'était la sortie de l'année, c'était vraiment incroyable, c'était fou. En fait quand t'es en chaise roulante tu as l'impression le monde il est immense et toi t'es... Enfin je sais pas, c'est fou comme sentiment, je sais pas comment l'expliquer. Mais bon, je m'éparpille trop, faisons étape par étape. Là je suis à la maison, je ne vais pas en cours, je ne sors pas, je ne sociabilise pas parce qu'à ce moment-là, mon compte Instagram, j'avais enlevé toutes mes photos, toutes mes stories, j'avais enlevé tous mes abonnements, tous mes abonnés parce que moi il faut savoir quand je suis pas bien, j'aime pas être vue, j'aime pas qu'on m'envoie des messages, j'aime pas qu'on interagisse avec moi, j'ai besoin de... Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait mon Instagram, je l'ai plus calculé et je me suis créé un deuxième compte Instagram où j'avais commencé à poster des conseils beauté pour la peau, pour les cheveux, conseils maquillage, conseils concernant la nutrition, enfin vraiment je m'informais beaucoup, je me renseignais et je faisais un peu des posts Instagram où je partageais mes connaissances, mes petits conseils et tout. Je faisais ça avec une cousine qui avait elle aussi son compte à elle et du coup on alimentait chacun nos comptes respectifs, on se faisait des pubs mutuellement et dites-vous j'avais réussi à avoir 50 000 abonnés. J'avais réussi à avoir 50 000 abonnés et ce compte c'était vraiment mon petit échappatoire, je passais toute ma vie sur ce compte là parce que en fait quand toute ta vie est remise en question tu te dis la santé ça va pas, t'as plus une scolarité normale, t'as aucune sociabilité, tu ne sors pas de chez toi. Tout ce que j'avais à faire, je m'étais dit un peu voilà il faut que tu te trouves un truc, un but dans ta vie, un passe-temps et ce passe-temps c'était ce compte Instagram là. Donc je mettais toute mon énergie là-dedans, je faisais à peu près 5-6 posts par jour et c'était un petit peu le truc qui me permettait de tenir. Donc ça c'était ma première béquille, voilà petit jeu de mots. Deuxième béquille évidemment c'était ma mère, elle me donnait beaucoup d'amour, elle était très soutenante avec moi, elle faisait au mieux pour soulager mon quotidien, pour me faire plaisir, pour voilà. C'était vraiment, on avait vraiment une relation très fusionnelle. Et la troisième béquille c'était Miraculous. Voilà, ça peut paraître bête mais vraiment Miraculous c'était vraiment je regardais les épisodes en boucle. Miraculous, Instagram, Miraculous, Instagram, Miraculous, Instagram. C'était tout ce que je faisais de toute ma journée. Et c'est comme ça que je survivais on va dire puisque j'avais plus, enfin toute ma vie était remise en question et donc me focaliser sur quelque chose, j'avais vraiment des hyperfixations et j'ai toujours des hyperfixations, des périodes où je suis obsédée par un truc. C'est comme ça, c'est dans mon essence et à ce moment-là c'était Miraculous et ce compte Instagram là. Concernant la santé, étant donné qu'on n'avait aucune réponse, qu'on n'avait aucune piste médicale, voilà à l'époque j'étais musulmane, je croyais en Dieu, toute ma famille est musulmane. Du coup on s'est beaucoup tourné vers Dieu. Pendant cette période là je me suis beaucoup rapprochée de Dieu parce que voilà j'avais aucune perspective d'avenir, j'avais aucune réponse, j'étais désespérée donc je me suis beaucoup rapprochée de Dieu à cette période là. Et ma famille étant
très croyantes, surtout ma grand-mère. On a essayé un petit peu de soigner ça par la religion. Vous inquiétez pas, cette vidéo elle va pas beaucoup parler de religion, je vous dis juste ce qui s'est passé, mais moi je crois plus en Dieu, donc après j'ai mes théories par rapport à ce qui m'est arrivé. Ça n'a rien de religieux en tout cas pour moi, mais ça fait partie de mon parcours. Ma grand-mère me faisait des prières, voilà, elle me massait les jambes avec des huiles en récitant des passages du Coran. Elle prenait soin de moi à sa manière et je vais pas vous mentir, même si je connais son intention, même si je sais qu'elle fait ça pour mon bien et qu'il y a que des bonnes intentions, je vais pas vous mentir que moi ça me mettait mal à l'aise de... Enfin en fait je me sentais un peu envahie. Le fait qu'on me touche et qu'on fasse ça tous les jours, 2 fois par jour, c'était un peu étouffant, mais je voyais la bonne intention qu'il y avait derrière, donc je me disais voilà, en fait je le faisais plus pour elle que pour moi, parce que très sincèrement, même si j'étais croyante et que je croyais en Dieu et que je lui demandais de m'aider, je savais que ça allait pas être des huiles et des massages qui allaient m'aider. Enfin je suis quand même très... j'ai les pieds sur terre, j'ai la tête sur les épaules et je crois pas... Enfin j'ai jamais cru à des miracles, tu vois ce que je veux dire. Donc je me disais bon voilà, je les laisse faire leur truc, mais moi je n'y crois pas. Ensuite on a vu des imams, des personnes très sincèrement c'est des charlatans voilà, qui te font payer des sommes astronomiques pour venir s'asseoir à côté de ta fille, réciter des passages du Coran en touchant sa cuisse. Moi je trouve que c'est de l'arnaque, voilà. Quand tu vois ton enfant malade, que t'as aucune réponse de la part des médecins, tu tentes le tout pour le tout, voilà, tu mets ton argent là où tu le peux. On a aussi testé des, je sais pas comment ça s'appelle, vous voyez les personnes qui ressentent les énergies, qui font des trucs avec des pierres, des cristaux, des plantes et tout. On a été voir une femme comme ça qui était musulmane et franchement c'est de l'arnaque pure et dure. Genre elle avait une machine, elle a dit oui je vois que... Enfin, je sais pas comment expliquer, genre il y avait un schéma de mon corps, autour il y avait une bulle et on voyait que la bulle autour de ma tête et de mon buste elle était lisse, et puis en dessous là où il y avait mes jambes il y avait beaucoup de pics qui rentraient. Donc elle dit voilà je vois que c'est beaucoup, c'est bien attaqué sur ses jambes et tout, genre vraiment c'était lunaire. Et moi et ma mère on était en mode on est sorti de là, on était en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte la go. Enfin en fait quand on était parti là-bas on pensait vraiment que ça allait être... Enfin en fait on pensait qu'elle allait faire des soins avec des plantes, qu'elle allait nous donner des conseils par rapport aux soins naturels et tout. En fait c'était vraiment juste quelqu'un qui sentait les énergies et enfin on croit pas à ça. Donc bah c'était pas ce qu'on était venu chercher, mais bref. On a aussi testé je pense que ça s'appelle Rokia, où tu mets des ventouses sur ton corps et ça t'enlève ton sang impur. Ça m'avait fait extrêmement de bien. C'était pas forcément les ventouses qui m'avaient fait du bien, mais plus le fait qu'on m'avait mis des pierres chaudes, qu'il y avait une musique relaxante, qu'il y avait des huiles essentielles, que c'était tamisé. C'était plus l'ambiance avec les serviettes chaudes et tout qui m'avait fait du bien plus que les ventouses en elles-mêmes. À part me faire du bien, ça m'avait pas fait grand chose, enfin, ça n'a rien changé à mes jambes. Donc voilà un peu ce qu'on a testé, rien n'a fonctionné. J'ai été hospitalisée une deuxième fois dans un autre hôpital. Là je sais plus si c'était... je pense que c'était service enfant. J'ai été hospitalisée une deuxième fois et là ça a été beaucoup plus violent parce que les psychiatres étaient vraiment très insistants. Ils me mettaient beaucoup la pression. Qu'est-ce que ta mère elle te fait, est-ce que ton papa t'a traumatisé? Parce que voilà j'étais pas proche de mon père. Enfin voilà mon père je le voyais une fois par an. Oui mais peut-être que c'est à cause du divorce de tes parents. En fait on mettait beaucoup la faute sur mes parents, alors que mes parents, à part être divorcés et vivre leur vie de leur côté, genre ils m'ont jamais créé de traumatisme, tu vois. Quand je vous explique toutes les querelles que j'ai eues avec ma mère, etc., c'est arrivé bien plus tard, mais à cet âge-là, il m'était jamais rien arrivé avec ma mère. Et voilà, père absent, mais pas violent, quoi. Et donc, j'avais l'impression qu'en fait, on me mettait un peu toute la pression sur moi de me dire que j'ai les réponses à ce qui m'arrive. On m'incitait beaucoup à dire du mal de mes parents, alors qu'en fait, mes parents, enfin, ils avaient tellement rien fait. Genre, ma mère, tout l'argent, toute l'énergie, tout le temps qu'elle mettait dans la recherche pour essayer de me guérir, et de voir qu'ils essayaient de mettre la faute sur elle, moi ça me rendait dingue. Tout ce qu'ils ont pu dire c'est oui, c'est le divorce de ses parents a été traumatique pour elle, alors que moi j'ai absolument aucun souvenir de mes parents ensemble. Enfin j'ai vécu toute ma vie avec des parents divorcés, donc le divorce ne peut pas me traumatiser vu que je n'ai même pas de souvenir d'avoir vécu un divorce. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est une très bonne chose que mes parents soient divorcés. Je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver à moi et mon frère, parce que voilà, un couple qui ne s'entend pas ensemble, ça crée plus de dégâts qu'un couple divorcé. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, deuxième hospitalisation, il se passe pas grand chose. On me donne des cours particuliers à l'hôpital. C'était à peu près 2 ou 3 heures par jour. On allait dans la salle où il y avait d'autres enfants. Mais je pense que j'y suis allée 2 ou 3 fois parce que j'ai pas aimé. En fait j'étais très anxieuse à côté d'autres personnes, donc j'y allais pas beaucoup. On m'a fait voir des assistants sociaux, on m'a fait voir des médecins, des psychiatres comme je vous l'ai dit, des psychologues. On m'a fait voir plein de professionnels de santé différents. Ils pensaient chacun qu'ils avaient la vérité, mais c'est que des théories qui ne valent pas grand chose quoi. Toujours mes parents, mais mes parents ils n'ont rien fait. Donc voilà, pareil à l'hôpital, la journée, beaucoup de gens qui venaient me rendre visite. Le soir j'étais seule. Une fois mon père est venu dormir avec moi à l'hôpital. J'ai trouvé ça un peu
bizarre. Genre mon père, parce qu'on était grave pas proches. Et le fait qu'il veuille venir... En fait, je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il avait des enfants. Quand rien ne va, c'est là que tu te rends compte de la valeur des choses que t'as. Bon, je ne suis pas une chose. Je pense que c'est là qu'il a dû se rendre compte que waouh, il a des enfants et qu'il fallait en prendre soin. Donc il est venu dormir avec moi à l'hôpital. Il avait un petit matelas par terre et tout. Franchement, j'ai détesté cette nuit. Genre, c'était plus une charge mentale en plus qu'autre chose, mais bref. Mais donc la deuxième hospitalisation se passe... En fait, c'est un peu flou, donc je sais pas comment trop structurer mes idées parce que ça date quand même, ça fait 6 ans. Là, je viens de me souvenir d'un truc. Vous voyez, je vous avais parlé de la première hospitalisation. C'est très flou, mais j'ai un souvenir de moi qui arrive à marcher à l'hôpital. Mais je ne sais plus si c'était le premier hôpital ou le deuxième. Mais j'ai un souvenir de moi qui arrive à marcher à l'hôpital. Et c'est pas marcher normalement, c'est vraiment marcher comme un canard, vraiment avec des déséquilibres. Il fallait que je me tienne au lit, que je me tienne au mur, mais au moins je pouvais me tenir sur mes jambes. Et je sais plus si c'était le premier ou le deuxième hôpital, mais voilà. Petite avance rapide dans le temps. Je suis chez moi parce que voilà, l'hôpital nous ont dit voilà, on sait pas, on sait rien. Donc de retour chez moi, tout ce que je fais c'est Miraculous, compte Instagram et manger. Tout ce que je savais faire c'était manger. Et un soir, il y a un oncle qui vient à la maison et je sais pas ce qu'il a ce jour-là, mais il est déter à vouloir me faire marcher. Et je pense que je le remercierai jamais assez. C'était mon oncle préféré of all time. Je le considérais vraiment comme un grand frère slash père. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment je l'aimais beaucoup cet oncle. Il est déter à vouloir me faire marcher et ça me met beaucoup la pression parce que je me dis mais je vais les décevoir, mais ils vont me mettre la pression et ils vont être peut-être fâchés sur moi ou alors je vais me sentir comme une merde. Enfin voilà, j'avais la pression et je me suis dit non, Maïssa, tu arrêtes de te dire que tu es incapable de marcher, tu arrêtes de te dire que ton corps ne peut pas coopérer, crois-y, voilà, dis-toi dans ta tête, tu vas marcher, tu vas le faire, tu vas marcher. Et c'était une ambiance tellement... En fait, c'était un petit comité, on me mettait pas la pression comme d'habitude avec 20 personnes, vas-y Maïssa, essaye, tout le monde qui te regarde, 40 000 perdus, les médecins à gauche, à droite, genre là, on était 3, moi, ma mère, mon oncle. Et mon oncle, il me prend, je pense par là, il met mes pieds sur ses pieds et du coup je suis dos à lui et il me porte en fait. Il met un pied devant l'autre et du coup, vu que je suis littéralement sur lui mais debout, ben mes jambes avancent avec les siennes. Et du coup il me dit ok, maintenant tu vas essayer d'appuyer petit à petit sur mes pieds. Je l'explique très très mal, mais en tout cas dans mes souvenirs je sais que je fais des efforts petit à petit et ça marche. J'arrive à mettre petit à petit de la force sur mes pieds, j'arrive petit à petit à bouger mes jambes, ça se fait petit à petit et on se dit ok, il y a un début de quelque chose. Et ce soir là c'était un moment tellement intense émotionnellement, on se dit ok, c'est pas foutu, il y a un espoir en fait. Faut travailler le mental, faut travailler le psychologique. Faut arrêter de se dire que je suis incapable de marcher, faut arrêter de se dire que je vais rester comme ça à vie. Il faut y croire. On parle plus de Dieu, on parle plus d'énergie, on parle plus de sorcellerie parce que je vous en ai pas parlé, mais on a aussi eu la théorie de comme quoi quelqu'un avait jeté un sort sur ma mère et du coup c'était tombé sur moi. Mais là on parle plus de tout ça, on parle juste du mental. Il faut y croire, il faut y aller et ça marche. Les jours d'après, il revient et tous les jours on fait ça, on fait un peu de rééducation. Il me lève les jambes, il me fait des exercices, etc. Et on fait appel à des kinés. Et petit à petit comme ça, je reprends un petit peu, je réapprends à bouger mes jambes, je réapprends à marcher avec toujours des appuis, quelqu'un qui doit me tenir, etc. Et voilà, on a de l'espoir en fait. Puis je vais dans un, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'était pas une maison de repos, mais c'était un centre qui aidait les personnes âgées. Et moi j'y allais, voilà, j'avais 15 ans, j'étais la seule jeune, il y avait que des personnes âgées. Au début je me dis non, écoutez, nous on fait ça que pour les personnes âgées, mais on a un peu forcé, on a dit voilà que c'était le seul endroit qui n'était pas surchargé et j'avais vraiment besoin d'une rééducation à ce moment-là, donc j'allais faire de la rééducation là-bas et ça fonctionnait, je faisais des petits progrès. On va continuer à faire des efforts à la maison, on faisait des exercices, j'apprenais à tenir en équilibre et voilà, de fil en aiguille, je recommençais à marcher petit à petit jusqu'à ce que on se dise ok, je vais retourner en cours. Donc 5 mois, 6 mois se sont écoulés, je retourne en cours en marchant. Je ne marche pas normalement, je marche en boitant, c'est bizarre, je marche pas correctement, je marche bizarrement mais je marche. Et donc je vais en cours et j'avais de la chance dans mon école, on avait un ascenseur donc je prenais pas les escaliers parce que c'était trop d'efforts, voilà. Après 5-6 mois sans marcher, vous vous doutez bien que ça demande beaucoup d'efforts de reprendre la marche. Tous les soirs
j'ai des courbatures et enfin c'est fatigant. Mais donc je prends l'ascenseur et là je me souviens le nombre de profs qui m'ont discriminé, qui m'ont dit mais oui mais t'es pas handicapée, mais prends les escaliers etc. Et à chaque fois de devoir réexpliquer mon histoire, de dire oui mais je viens de passer 6 mois en chaise roulante s'il vous plaît, c'est pas parce que j'ai pas de béquille que je marche bien en fait, genre j'ai besoin de cet ascenseur. Et oui je ne prenais pas de béquille à l'école parce que on se disait que j'avais pas besoin de béquille, genre il fallait que j'apprenne à marcher avec mes jambes. Et donc les semaines passent, je réapprends à marcher normalement jusqu'à ce que je puisse marcher normalement tout à fait quoi. Ainsi s'achève ce parcours. On n'a jamais eu de réponse médicale, de réponse scientifique. Donc avec ma famille on a toujours eu nos propres réponses on va dire. Il y en a qui croient que c'était de la sorcellerie, que quelqu'un a jeté un mauvais sort à ma mère pour la maudire et que c'est tombé sur moi. D'autres pensent que j'ai pu marcher sur un objet ensorcelé. D'autres pensent que c'était le mauvais œil. D'autres pensent que c'était juste une épreuve que Dieu a mis sur mon chemin et qu'il fallait que... Enfin, vous voyez, c'est une épreuve et que ça nous a servi de leçon, ça nous a permis de nous souder, etc. etc. Moi, j'ai ma propre théorie. Je pense que tout ça est faux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est faux. Enfin, c'est pas ce en quoi moi je crois. C'est peut-être leur réponse à eux. Moi, ce n'est pas ma réponse. Ma réponse, c'est tout simplement le psychologique. Je suis étudiante en sciences psychologiques et quand on voit à quel point la santé mentale impacte notre corps, c'est une dinguerie. Renseignez-vous. Mais c'est fou de voir à quel point ce qu'on a pu vivre, ce qu'on peut penser de nous-mêmes, ce que les autres ont pu nous faire subir, peut impacter notre corps. Je vous ai dit que j'avais vécu certaines choses compliquées. Enfin, compliqué c'est un mot faible, mais c'est un peu dur d'en parler. Mais je pense qu'à ce moment-là, mon corps a juste dit stop. Je n'arrive plus à fonctionner. Stop. Juste stop. Quand on sait que les personnes dépressives sont plus à risque de contracter des maladies que le reste de la population, alors c'est pas étonnant que mon cerveau était tellement paralysé que cette paralysie s'est délocalisée sur mes jambes. Qu'en tout cas que mon cerveau a inconsciemment paralysé mes jambes tellement psychologiquement en fait j'étais paralysée par ce qui m'était arrivé et je n'ai jamais pu en parler. Deuxième raison pour laquelle je pense que c'était totalement psychologique, c'est que le soir où j'étais avec ma mère et mon oncle et on a essayé de me faire marcher et que ça a porté ses fruits, c'est parce que c'était la première fois où on s'était dit ok, on parle pas de Dieu, on parle pas d'énergie, on parle pas de je ne sais quoi, on parle juste du mental. Maïssa, tu vas y arriver, Maïssa, let's go. Même si voilà, ça peut mettre la pression de se dire que tout est sur mes épaules, au moins je me suis dit tu vas y arriver, tu vas le faire et ça a porté ses fruits. Parce que là je ne me remettais pas à Dieu, je me disais pas Dieu va m'aider à marcher, je me disais pas je prie Dieu pour qu'un jour il puisse me guérir. Là je me disais non, c'est toi qui va marcher, c'est toi qui va prendre les choses en main. Et donc je me suis un peu responsabilisée, même si ce n'est pas de ma faute le fait que je ne puisse plus marcher, parce que c'est psychologique, c'est pas toi qui décides d'être handicapé, c'est ton cerveau inconsciemment qui... Même moi ça m'a pris des années avant de m'en rendre compte. Ouais, je me suis juste dit, te laisse pas abattre, tu vas le faire, tu vas y arriver, tu n'abandonnes pas. Petite pause, je me suis rappelé d'un élément qui renforce encore une fois la théorie selon laquelle c'est une cause psychologique. C'est que ma mère avait pris des photos de moi quand je dormais et quand je dormais j'arrivais à bouger mes jambes. Donc encore une preuve, en tout cas pour moi c'est une preuve que ce qui m'est arrivé était quelque chose de 100% psychologique. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je pense que c'est une belle morale, le pouvoir de ce que vous vous dites à vous-même est tellement important, que ce soit concernant votre santé mentale, votre confiance en vous, votre santé. Évidemment, il y a énormément d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais ce qu'on se dit à nous-mêmes est d'autant plus important en fait. Parce que quand à l'hôpital on me disait écoutez on peut plus rien faire pour vous, bah moi je me disais ok, je vais être handicapée à vie. Et du coup, je m'adaptais à ce mode de vie d'handicapée, voilà. J'étais en chaise roulante, miraculous, manger et Instagram toute la journée. Je foutais rien, je déprimais. Et quand je me suis dit, ok, je prends les choses en main, là, j'ai eu beaucoup plus d'espoir. Donc, j'avais grave pas prévu de faire une morale à cette vidéo, mais je pense que c'est quand même une belle morale à vous transmettre. Évidemment, tout ne dépend pas de vous, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu dans le cadre d'une maladie, d'un handicap, des maladies mentales, peu importe. Mais c'est toujours un bon reminder de se dire que on peut apporter notre pierre à l'édifice quoi, en faisant de notre mieux pour ne jamais perdre espoir, toujours y croire. Croire en nous, pas forcément croire en Dieu ou forcément croire en... peu importe, mais croyez d'abord en vous. Et si vous croyez en Dieu, vous avez le droit de demander à Dieu de vous aider, mais dites-vous que vous aussi pouvez agir indépendamment de Dieu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle était pas trop bordélique. Je vous ai dit que ça faisait bientôt 6 ans. Enfin, ça fait 6 ans en fait, j'ai 21 ans, ça m'est arrivé quand j'avais 15 ans, donc ça fait 6 ans. C'est un peu flou dans ma tête, mais en tout cas, voilà ce que j'ai pu... ce dont je me souviens en tout cas. J'espère que cette vidéo touchera le bon public. J'espère que cette vidéo touchera le genre de personne qui a besoin d'espoir, qui a besoin de s'accrocher à quelque chose, qui a besoin d'un témoignage. Même si je n'ai jamais eu la réponse, même si je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, même si je n'ai jamais eu de réponse scientifique à ce qui m'était arrivé, je suis guérie.
aujourd'hui et depuis bien longtemps. Hein. Mais donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. On se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bisous!